Alors, comment un régime peut-il en arriver à vouloir non seulement contrôler tout un peuple, mais le rendre complètement superflu? C'est une question terrifiante, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la question à laquelle la philosophe politique Hannah Arendt a consacré toute sa vie. Et aujourd'hui, on va plonger dans sa quête pour comprendre les phénomènes politiques les plus sombres du XXe siècle. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur le livre Arendt à la plage. L'idée, c'est de rendre ces concepts, qui sont parfois complexes, de les rendre vraiment accessibles. C'est un peu notre boussole pour décortiquer une pensée absolument essentielle, une pensée qui a été forgée au cœur même des plus grandes tragédies de l'histoire. Voilà, cette phrase, c'est la clé de tout. Pour Hannah Arendt, ce n'est pas juste un fait historique qu'on lit dans un livre. Non, c'est le moment, l'instant précis où tout bascule. C'est le moment où la philosophie sort des bibliothèques pour devenir une responsabilité personnelle et politique. C'est vraiment là que tout commence. Alors justement, plongeons dans ce moment charnière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment un seul événement a-t-il pu transformer une universitaire en une penseuse politique engagée, prête à tout risquer? Eh bien, l'incendie du Reichstag, pour elle, c'est un véritable électrochoc. Il faut s'imaginer, jusque-là, Arendt vit dans le monde des idées, celui de la philosophie pure. Et puis, soudain, face à la brutalité nazie qui se déchaîne, elle comprend une chose fondamentale. On ne peut plus se contenter d'être spectateur. C'est fini. La contemplation, ça ne suffit plus. Il faut agir. Cette citation, elle est d'une clarté radicale. Pour Arendt, sa judéité, ce n'est plus juste une question d'identité culturelle. Non. Ça devient un terrain de lutte, un terrain politique, et c'est cette conviction qui va la pousser à l'action. Elle commence à travailler pour des organisations sionistes, à collecter des preuves de l'antisémitisme, une activité bien sûr extrêmement dangereuse qui va la conduire tout droit en prison et la forcer à fuir son pays. Mais avant de devenir cette immense figure intellectuelle, il faut comprendre qui elle était. Son parcours personnel est absolument essentiel pour saisir la profondeur de sa pensée. C'est une vie marquée par d'incroyables bouleversements. Regardons cette chronologie. Ce n'est pas juste une liste de dates, c'est un véritable parcours de dépossession. La fuite, l'internement, l'exil, et pendant 18 ans, 18 ans, Hannah Arendt va être apatride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a plus de nationalité, plus aucune protection légale, plus aucun droit garanti par un État, rien. Elle va vivre, dans sa chair, ce que ça signifie d'être privée de sa place dans le monde. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Pour elle, les droits de l'homme, ce n'est pas du tout une abstraction, une belle idée philosophique. Pas du tout. Elle l'a vécu. Elle sait ce que c'est d'être réduite à sa simple humanité, sans la protection d'une citoyenneté. Et cette expérience de l'apatridie, ça va devenir la pierre angulaire de toute sa pensée politique. Alors maintenant, on arrive au cœur du réacteur, si je puis dire. Son œuvre la plus célèbre, celle où elle va littéralement disséquer cette nouvelle forme de tyrannie qui a mis l'Europe à feu et à sang. Son but est très clair. Il ne s'agit pas de pardonner, et encore moins d'excuser. Il s'agit de comprendre. Et pour ça, elle pose 3 questions, qui semblent toutes simples, mais qui sont en fait vertigineuses. D'abord, que s'est-il passé? Ensuite, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Et enfin, comment cela a-t-il été possible? Elle refuse les explications faciles pour affronter la réalité. Arendt définit le totalitarisme comme une forme de pouvoir radicalement nouvelle. Un régime totalitaire ne se contente pas de faire taire ses opposants, non. Son ambition est bien plus folle, il veut s'immiscer partout, modeler les individus jusque dans leur intimité pour qu'au final, il ne reste plus aucun, mais vraiment aucun, espace de liberté. Et c'est précisément là qu'est la différence fondamentale. Une dictature classique, disons, elle veut le silence de ses ennemis. Le totalitarisme, c'est autre chose. Son but, c'est de prouver que des populations entières sont superflues, qu'elles sont inutiles et n'ont pas leur place sur Terre. La logique, ce n'est plus seulement l'oppression, c'est l'éradication. Alors comment ça fonctionne, un mouvement pareil? Pour l'expliquer, Arendt utilise une métaphore géniale, celle de l'oignon. Imaginez, au centre, il y a le chef. Autour de lui, des couches successives. Il y a le parti, les organisations de façade, les sympathisants. Chaque couche sert de façade vers l'extérieur, elle donne une image de normalité, tout en protégeant et en isolant le noyau radical qui est à l'intérieur. On aborde maintenant, je pense, la partie la plus glaçante de son analyse, la fonction des camps de concentration comme l'aboutissement logique du projet totalitaire. Parce que pour Arendt, les camps ne sont pas juste des usines de mort, ce sont des laboratoires où le régime teste son hypothèse la plus folle, l'idée que tout est possible, y compris l'idée qu'on peut éliminer complètement la spontanéité humaine, qu'on peut transformer un être humain en une simple chose, une marionnette sans volonté. Et elle décompose ce processus de déshumanisation en 3 étapes implacables. D'abord, on tue la personne juridique.
l'individu n'a plus de droit. Puis, on tue la personne morale en forçant des complicités monstrueuses, en rendant tout choix moral impossible. Enfin, on anéantit l'individualité pour ne laisser qu'un corps qui réagit à des stimuli. Cette phrase, elle est glaçante. Elle résume parfaitement l'objectif final. Le but, ce n'est même pas d'avoir des sujets obéissants, non, c'est bien pire. C'est d'obtenir des êtres qui ont perdu jusqu'à la capacité d'initier la moindre action par eux-mêmes. Des pantins déshumanisés. La preuve vivante, ou plutôt mourante, que tout est possible. Alors, face à une telle horreur, qu'est-ce qu'on retient ? Quelle est la conclusion d'Hannah Arendt ? Finalement, quelle est la leçon qu'elle nous laisse pour essayer, peut-être, d'éviter que l'histoire ne se répète ? Eh bien, sa conclusion la plus célèbre, elle va la tirer en observant le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Et là, c'est une révélation. Elle voit un fonctionnaire, un homme effroyablement banal. Et elle réalise que son mal ne vient pas de la haine, il vient d'une absence terrifiante de pensée, une incapacité à réfléchir sur ce qu'il était en train de faire. Mais attention, quand Arendt dit penser, ça veut dire quoi au juste ? Ça ne veut pas dire être un grand philosophe, non. Penser, c'est ce dialogue silencieux qu'on a avec soi-même. C'est la capacité de s'arrêter un instant et de se demander « si je fais ça, est-ce que je pourrais encore vivre en paix avec moi-même ?» C'est ce dialogue-là qui fonde la conscience morale. Et c'est sur cette idée qu'Arendt nous laisse. Si le mal le plus extrême peut naître d'une simple absence de pensée, alors l'acte de penser n'est pas un luxe, c'est une nécessité politique. C'est peut-être ça notre plus grande responsabilité en tant que citoyen, cultiver ce dialogue intérieur, sans cesse, pour rester humain, et pour que l'inhumain ne redevienne plus jamais possible.